J'ai 67 ans aujourd'hui, et pour la première fois de ma vie, je me suis regardée dans le miroir ce matin sans reconnaître la femme qui me faisait face. Non pas parce que les rides avaient creusé de nouveaux sillons pendant la nuit, mais parce que j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, de la détermination. La détermination d'une femme qui vient de comprendre qu'elle a vécu 67 années dans l'ombre de sa propre existence. Si cette histoire vous touche, si comme moi vous avez parfois l'impression d'être invisible dans votre propre vie, je vous supplie de vous abonner à cette chaîne. Votre soutien me donne la force de partager ces vérités que nous, femmes de ma génération, avons trop longtemps gardées silencieuses. Mais permettez-moi de revenir 3 mois en arrière, au jour où tout a commencé à basculer. C'était un mardi ordinaire de février, le genre de journée grise que Marseille sait si bien nous offrir en hiver. J'étais dans la cuisine, comme tous les matins depuis 43 ans, préparant le café de Michel et les tartines pour Julien, mon fils de 38 ans qui vit encore à la maison depuis son divorce. Un divorce qui, selon lui, était entièrement la faute de son ex-femme, bien sûr. L'odeur du café se mélangeait à celle du pain grillé, créant cette atmosphère de routine matinale que j'avais acceptée comme le rythme naturel de ma vie. Michel lisait le Figaro en silence, tournant les pages avec ce petit bruit sec qui m'agaçait depuis des décennies mais que je n'avais jamais osé mentionner. Julien dévalait les escaliers, toujours pressé, toujours en retard, cherchant ses clés, son portefeuille, une chemise propre. « Maman, tu as vu ma cravate bleue ?» Toujours maman. Jamais Marie-Claire. Comme si mon prénom avait été effacé le jour où j'avais donné naissance à mes 3 enfants. Je me suis dirigée vers l'armoire à linge, celle que je rangeais méticuleusement chaque semaine, et j'ai trouvé sa cravate. Bien sûr que je l'avais trouvée. Je trouve toujours tout dans cette maison. Merci maman, tu es un ange. Un ange. Voilà ce que j'étais devenue. Un être invisible qui veille sur le quotidien de sa famille sans jamais exister vraiment. Michel a levé les yeux de son journal le temps de hocher la tête vers son café, un remerciement muet que j'ai interprété après 43 ans de mariage. Puis Julien est parti en claquant la porte, et Michel s'est levé pour aller travailler dans son bureau à domicile. Et moi, je suis restée là, debout dans ma cuisine, regardant les miettes de pain éparpillées sur la table, les tasses sales dans l'évier, et j'ai eu cette pensée terrible. Qu'est-ce que je fais là? Cette question m'a suivi toute la journée. Pendant que je faisais les lits, pendant que je préparais le déjeuner que Michel viendrait réchauffer au micro-ondes sans un mot, pendant que je repassais les chemises de Julien en me demandant pourquoi un homme de 38 ans n'était pas capable de le faire lui-même. Le téléphone a sonné vers 14 heures. C'était Sophie, ma fille aînée. « Maman, j'espère que tu n'as rien de prévu ce week-end. Les enfants aimeraient venir chez grand-mère et Thomas a ce tournoi de tennis important. Tu pourrais les garder samedi et dimanche? Et peut-être leur préparer tes cannelloni? Tu sais comme ils adorent ça. » Bien sûr que je n'avais rien de prévu. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir de prévu? Ma vie entière tournait autour des besoins des autres depuis si longtemps que l'idée même d'avoir mes propres projets semblait absurde. D'accord, ma chérie. Tu es formidable, maman. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Ces mots auraient dû me faire plaisir. Il fut un temps où ils me faisaient plaisir. Mais ce jour-là, ils ont résonné différemment dans mes oreilles. Comme un rappel de ce que j'étais devenue. Indispensable, certes, mais seulement en tant que service. Une grand-mère pratique, une mère dévouée, une épouse effacée. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé mes mains. Ces mains qui avaient changé tant de couches, préparé des milliers de repas, caressé des fronts fiévreux, applaudi des premiers pas. Des mains qui n'avaient jamais vraiment fait quelque chose pour moi. C'est alors que mes yeux se sont posés sur la pile de courriers que j'avais posée sur le comptoir le matin même. Une enveloppe épaisse, crème, avec mon nom écrit à la main. Marie-Claire Dubois.
Pas Madame Michel Dubois. Pas la mère de Sophie, Julien et Maxime. Juste Marie-Claire Dubois. L'enveloppe contenait une invitation. Émilie Rousseau, ma meilleure amie du lycée, organisait une réunion des anciens élèves de notre promotion. 50 ans après le baccalauréat. 50 ans. J'ai tenu cette invitation entre mes mains comme un trésor fragile. Émilie. Combien de temps avait-il passé depuis que j'avais pensé à Émilie? À cette époque où nous rêvions de devenir journalistes, de voyager, de changer le monde? Émilie qui voulait écrire des reportages depuis l'Afrique, et moi qui rêvais de photographier les couchers de soleil depuis les toits de Paris. Ces rêves me semblaient maintenant appartenir à une autre femme. Une femme que j'avais été brièvement, avant de rencontrer Michel, avant de tomber enceinte de Sophie à 20 ans, avant de comprendre que mes rêves devaient céder la place aux responsabilités. Je me souviens encore de ce jour, en 1977, où Michel m'avait demandé en mariage. J'étais enceinte de 3 mois, terrifiée mais déterminée à faire ce qu'il fallait. Mes parents étaient soulagés. Une fille enceinte sans être mariée, en 1977, même si les mœurs commençaient à changer, cela restait un sujet de honte dans notre petite ville de Provence. « Tu as de la chance qu'il veuille t'épouser », m'avait dit ma mère. Michel est un bon parti. Il aura une belle situation. De la chance. Voilà ce que c'était censé être. De la chance d'abandonner mes études de photographie, de la chance de ranger mon appareil photo dans un placard où il prendrait la poussière pendant 50 ans, de la chance d'échanger mes rêves contre une vie de service dévouée à ma famille. Michel était effectivement un bon parti. Ingénieur civil, sérieux, travailleur. Il m'offrait la sécurité. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il ne m'a jamais vraiment vue. Pas la vraie Marie-Claire, en tout cas. Il voyait la femme qui préparait ses repas, qui élevait ses enfants, qui tenait sa maison. Mais mes rêves, mes peurs, mes désirs? Je ne crois pas qu'il se soit jamais posé la question. Et moi, à force de me taire, j'ai fini par oublier qu'ils existaient. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai mentionné l'invitation d'Émilie. Michel a levé les yeux de son assiette le temps de hausser les épaules. Si tu veux y aller. Ça se passe à Aix-en-Provence, le week-end du 15 mars. Julien Harry. Une réunion d'anciens élèves? À votre âge? Qu'est-ce que vous allez faire? Comparez vos rhumatismes. Michel a souri, de ce sourire complice entre hommes qui me rappelait douloureusement que j'étais exclu de leur monde, même dans ma propre maison. C'est vrai que ça semble un peu nostalgique, a-t-il ajouté. Et puis, Sophie a dit qu'elle comptait sur toi pour garder les enfants ce week-end-là. Bien sûr. Sophie comptait sur moi. Sophie comptait toujours sur moi. Comme Julien comptait sur moi pour ses repas et son linge. Comme Michel comptait sur moi pour que la vie continue de tourner autour de ses besoins sans qu'il ait à y penser. Cette nuit-là, allongée à côté de Michel qui ronflait doucement, j'ai fixé le plafond pendant des heures. À quand remontait la dernière fois où nous avions vraiment parlé? Pas de l'organisation de la maison, pas des enfants, pas de ses projets de travail. Parler de nous, de moi, de ce que je ressentais? Je ne m'en souvenais plus. À quand remontait la dernière fois où il m'avait regardé avec désir? Où il m'avait touché avec tendresse, pas par habitude conjugale mais parce qu'il avait envie de moi? Où il m'avait dit qu'il m'aimait en pensant vraiment à la femme que j'étais, pas au service que je rendais? Je ne m'en souvenais plus non plus. Les semaines ont passé. Mars est arrivé avec ses premiers bourgeons sur les arbres de notre jardin. J'ai regardé la nature se réveiller en me demandant si moi aussi, j'avais le droit de me réveiller après ce qui me semblait être un très long sommeil. Le week-end de la réunion d'anciens élèves approchait. Sophie avait confirmé qu'elle comptait sur moi pour les enfants. Michel avait prévu un week-end golf avec ses amis. Julien avait invité sa nouvelle copine à dîner et s'attendait à ce que je prépare quelque chose de spécial. Tout le monde avait ses plans.
Personne n'avait pensé à demander si j'avais les miens. C'est le vendredi soir, en préparant la chambre d'amis pour mes petits-enfants, que quelque chose s'est cassé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. En lissant les draps, en disposant les peluches qu'ils aimaient, j'ai eu cette vision soudaine de moi-même. Une vieille femme qui préparait la chambre pour des petits-enfants qui la verraient toujours comme une grand-mère pratique, jamais comme une personne avec ses propres besoins. J'ai regardé par la fenêtre de cette chambre et j'ai vu la mer au loin, cette Méditerranée que j'aimais tant et que je ne prenais plus jamais le temps de contempler. Quand avais-je cessé de regarder la mer? Quand avais-je cessé de prendre le temps de simplement exister? Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui m'a terrifié et exalté à la fois. Le samedi matin, je me suis levé à l'aube. J'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude, mais cette fois, j'ai aussi sorti une petite valise de l'armoire. J'y ai mis quelques affaires. Une robe que je n'avais pas portée depuis des années et qui me faisait me sentir belle, mon appareil photo poussiéreux, le livre d'Émilie Ernaud que j'avais commencé mais jamais fini, faute de temps. Michel s'est levé vers 8 heures, comme tous les samedis. Il a trouvé son café prêt et les journaux posés à sa place habituelle. Mais il a aussi trouvé un mot à côté de sa tasse. Je pars pour le week-end. Je reviendrai dimanche soir. Les coordonnées de Sophie sont sur le frigo si tu en as besoin. Marie-Claire. Pas ton épouse qui t'aime. Pas ta Marie-Claire. Juste Marie-Claire. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je me souvenais que c'était mon nom. J'ai entendu Michel crier mon nom alors que je mettais le contact de ma vieille Clio. J'ai vu Julien apparaître à sa fenêtre, l'air ahuri. Mais j'ai continué à reculer dans l'allée. Mes mains tremblaient sur le volant, mais j'ai continué. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je partais. J'ai d'abord roulé vers Aix-en-Provence, puis j'ai changé d'avis. Ce n'était pas Émilie que j'avais besoin de retrouver. C'était moi. J'ai pris la direction de Cassis, ce petit port de pêche que j'aimais tant dans ma jeunesse et où je n'étais plus retourné depuis des décennies. À l'époque où Michel et moi étions fiancés, nous y allions parfois le dimanche. Il consultait ses dossiers sur la terrasse d'un café pendant que je prenais des photos des bateaux, de la lumière sur l'eau, des visages des pêcheurs. « Tu perds ton temps avec ça ?» me disait-il gentiment. « Tu ferais mieux d'apprendre à tenir une maison. C'est plus utile pour une femme. » Plus utile pour une femme. Ces mots résonnaient encore dans ma tête 50 ans plus tard. J'ai garé ma voiture face au port et j'ai marché jusqu'à cette petite terrasse de café que je fréquentais autrefois. Le propriétaire avait changé, bien sûr, mais l'ambiance était la même. L'odeur de sel et de poisson, le bruit des cordages qui claquent dans le vent, les mouettes qui se disputent les miettes. Je me suis installé à une table face à la mer et j'ai commandé un café. Un simple café, mais c'était le premier que je buvais en 50 ans sans avoir à penser à personne d'autre qu'à moi. Personne n'allait venir me demander où j'avais mis ses affaires. Personne n'allait avoir besoin que je prépare quelque chose, que je nettoie quelque chose, que je répare quelque chose. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais seul avec moi-même. Et j'ai découvert quelque chose d'étrange, je me plaisais. J'ai sorti mon vieil appareil photo de mon sac. Un Nikon FM que j'avais acheté avec mes économies quand j'avais 18 ans, avant de rencontrer Michel, avant que la vie réelle ne commence. Mes mains se souvenaient encore de son poids, de la texture de ses boutons. Je l'ai armé, j'ai regardé dans le viseur, et j'ai eu l'impression de me réveiller d'un très long sommeil. La lumière était magnifique sur les façades colorées du port. Les ombres dessinaient des motifs parfaits sur les pavés. Un vieux pêcheur réparait ses filets avec une concentration qui me rappelait pourquoi j'aimais tant photographier les gens, ces moments où ils oublient le monde extérieur et ne font plus qu'un avec leurs gestes. J'ai pris des photos. Beaucoup de photos. Pour la première fois depuis 50 ans, j'ai regardé le monde à travers mon objectif au lieu de regarder ma liste de courses ou l'horloge pour savoir s'il était temps de préparer le dîner. Le serveur, un jeune homme aux cheveux bouclés,
s'est approché pour me resservir du café. « Vous êtes photographe ?» La question m'a surprise. Moi, photographe? Mais après tout, qu'est-ce qui définit ce que nous sommes? Ce que nous faisons par passion ou ce que nous faisons par devoir? J'essaie, ai-je répondu, et c'était la première fois depuis longtemps que je me définissais par quelque chose qui me ressemblait vraiment. Ma grand-mère aussi était photographe, a-t-il continué. Elle disait que l'art de photographier, c'est l'art de voir ce que les autres ne regardent plus. L'art de voir ce que les autres ne regardent plus. Cette phrase m'a touché en plein cœur. Quand avais-je cessé de regarder? Quand m'étais-je contenté de fonctionner? L'après-midi a passé comme dans un rêve. J'ai flâné dans les ruelles de Cassis, j'ai observé les touristes et les habitants, j'ai écouté les conversations en français, en anglais, en italien. J'ai acheté un livre dans une librairie, pas un livre de cuisine ou un guide pratique, mais un roman de Marguerite Duras que j'avais toujours voulu lire sans jamais prendre le temps. Puis j'ai trouvé une petite pension de famille face à la mer. La propriétaire, une femme de mon âge aux cheveux blancs et au sourire malicieux, m'a accueilli sans poser de questions. Chambre pour une nuit? Oui. Une nuit pour moi seule. Elle a souri comme si elle comprenait quelque chose que je découvrais à peine moi-même. Les meilleures nuits sont souvent celles qu'on passe seul avec soi-même. Ma chambre était simple, un lit, une armoire, une fenêtre qui donnait sur la mer. Pas de télévision, pas de téléphone fixe. J'ai éteint mon portable sans regarder les messages qui s'accumulaient certainement. Ce soir-là, j'ai dîné seul au restaurant de la pension. Un simple plat de poisson grillé avec des légumes de saison. Mais c'était le premier repas en 50 ans que je n'avais ni préparé, ni servi, ni débarrassé. Le premier repas où je n'avais qu'à savourer. Et j'ai savouré. Chaque bouchée, chaque gorgée de vin blanc, chaque regard vers la mer qui scintillait sous la lune. J'ai ouvert le livre de Duras et j'ai lu, simplement pour le plaisir de lire, sans penser à l'heure ou aux tâches qui m'attendaient. Tard dans la soirée, j'ai appelé Sophie depuis le téléphone de ma chambre. « Maman? Enfin? » On s'inquiétait. « Où es-tu? Papa dit que tu es partie sans explication. »« Je suis la Cassis. Je vais bien. Je rentre demain soir. »« Mais maman, qu'est-ce qui te prend? Et les enfants? J'ai dû annuler mon week-end. Thomas a raté son tournoi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu l'égoïsme dans la voix de ma fille. Cette fille que j'aimais profondément, mais qui n'avait jamais appris à me voir autrement que comme une ressource disponible. Les enfants ont un père et des grands-parents paternels, Sophie. Un week-end sans grand-mère ne va pas les traumatiser. Maman, tu ne vas pas bien. Tu as besoin de voir quelqu'un. Ce n'est pas normal de partir comme ça. Pas normal. Voilà ce que c'était devenu. Pas normal qu'une femme de 67 ans décide de passer un week-end seule sans demander la permission à personne. Au contraire, Sophie. Pour la première fois depuis longtemps, je vais très bien. Je t'embrasse. À demain. J'ai raccroché avant qu'elle puisse ajouter quelque chose. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond que je n'avais pas connu depuis des années. Sans réveil, sans horaire, sans liste de choses à faire le lendemain. J'ai dormi comme quelqu'un qui n'avait de compte à rendre qu'à soi-même. Le dimanche matin, je me suis réveillé avec le soleil. J'ai pris un petit déjeuner face à la mer, café, croissant, confiture d'abricot. Simple et parfait. J'ai regardé les premières barques de pêcheurs rentrer au port avec leur pêche nocturne. Puis j'ai repris mon appareil photo et je suis sorti capturer la lumière du matin. Cette lumière dorée qui transforme tout, qui révèle la beauté cachée dans les choses les plus ordinaires. En photographiant une vieille femme qui nourrissait les chats errants du port, j'ai eu une révélation. Cette femme me ressemblait. Même âge, même ride, même allure. Mais elle irradiait quelque chose que j'avais perdu. Une présence à elle-même,
une sérénité qui venait de l'acceptation de qui elle était vraiment. Je me suis approché d'elle. Excusez-moi, cela vous dérange si je vous prends en photo? Elle a levé vers moi des yeux d'un bleu délavé mais lumineux. Pas du tout, ma chère. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voyez en moi qui mérite d'être photographié? Votre façon d'être là. Complètement là. Comme si vous n'étiez nulle part ailleurs que dans ce moment. Elle a souri. J'ai appris tard dans la vie, mais j'ai fini par comprendre que c'est le seul endroit où nous puissions vraiment vivre, ici et maintenant. Ni dans le passé avec ses regrets, ni dans le futur avec ses inquiétudes. Juste ici. Juste ici. Ces mots ont résonné en moi comme une évidence que j'avais toujours su mais oublier. Et vous, ma chère, où étiez-vous ces dernières années? La question était simple, mais elle allait droit au cœur de ce que je découvrais. Partout sauf avec moi-même, ai-je répondu. Ah! Le syndrome de la femme invisible. Je connais bien. Comment en sort-on? Elle a caressé un charrou qui se frottait contre ses jambes. En cessant de demander la permission d'exister. En cessant de demander la permission d'exister. Cette phrase s'est gravée dans ma mémoire comme un commandement, comme une libération. Vers midi, j'ai compris qu'il était temps de rentrer. Pas parce que quelqu'un m'attendait, mais parce que j'avais envie de rentrer. Parce que j'avais quelque chose à dire, quelque chose à changer. Le trajet de retour a été différent du voyage aller. Je n'étais plus la femme qui fuyait, j'étais celle qui revenait avec une décision. La décision de ne plus jamais être invisible dans ma propre vie. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Michel et Julien dans le salon, l'air contrarié. Sophie était là aussi, avec les enfants. Tous m'attendaient avec ce mélange d'inquiétude et de reproches que je connaissais bien. Marie-Claire, enfin. Qu'est-ce qui t'a pris? Michel s'est levé, ses journaux éparpillés sur la table basse. J'ai posé ma valise et j'ai regardé ma famille. Ma famille que j'aimais, mais qui m'avait appris à ne plus m'aimer moi-même. Il fallait que je parte. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Sophie s'est approchée, toujours dans ce rôle de fille responsable qu'elle endossait quand elle pensait que sa mère dérapait. « Maman, tu nous as fait peur. Partir comme ça, sans prévenir, à ton âge. À mon âge. Comme si avoir 67 ans m'interdisait de prendre des décisions spontanées. Sophie, à mon âge, j'ai le droit de partir où je veux quand je veux. Mais nous avons besoin de toi. Les enfants. Les enfants ont des parents. Vous avez tous des vies d'adultes. Il est temps que j'aie la mienne aussi. » Michel s'est rassis lourdement. « Je ne comprends pas, Marie-Claire. Tu n'es pas heureuse. » Heureuse. Ce mot si complexe. Étais-je heureuse? J'étais utile, certainement. J'étais nécessaire, sans aucun doute. Mais heureuse? Michel, quand m'as-tu demandé pour la dernière fois ce que je voulais vraiment? Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Tu veux quelque chose? Tu n'as qu'à me le dire. Non, Michel. Tu ne comprends pas. Pas ce dont j'ai besoin pour que votre vie à vous soit plus facile. Ce que moi, Marie-Claire, je veux pour moi-même. Le silence s'est installé dans le salon. Un silence pesant, inconfortable, parce que pour la première fois depuis des décennies, je posais une question que personne n'avait jamais pensé à se poser. Julien a brisé ce silence avec son ironie habituelle. « Et qu'est-ce que tu veux, maman? Reprendre tes études? Faire le tour du monde? » Il riait, mais j'ai entendu autre chose dans sa voix, la peur. La peur que sa mère, cette femme sur laquelle il comptait pour tout, puisse vouloir autre chose que de s'occuper de lui. Peut-être, Julien. Peut-être que je veux reprendre la photographie. Peut-être que je veux voyager. Peut-être que je veux simplement avoir le droit de boire mon café le matin sans penser à ce que vous allez manger ce soir. Maman, Sophie s'est assise à côté de moi,
prenant cette voix douce qu'elle utilisait avec ses enfants quand ils faisaient des caprices. Tu traverses peut-être une petite crise. C'est normal à ton âge. Mais nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Vous m'aimez. Cette affirmation que j'avais acceptée sans question pendant tant d'années résonnait maintenant différemment. Sophie, tu m'aimes comme ta mère pratique, celle qui garde tes enfants et qui prépare tes plats préférés. Mais est-ce que tu m'aimes comme Marie-Claire? Est-ce que tu sais seulement qui est Marie-Claire? Ma fille m'a regardé avec des yeux ronds. Bien sûr qu'elle ne le savait pas. Comment aurait-elle pu? Je n'avais jamais pris la peine de le lui montrer. Ce soir-là, après que Sophie soit repartie avec les enfants et que Julien soit monté dans sa chambre, je me suis retrouvée seule avec Michel dans notre salon. Ce salon où nous avions passé tant d'heures en silence, lui avec ses dossiers, moi avec mes magazines ou mon tricot. « Marie-Claire, a-t-il dit finalement, si tu n'es pas heureuse, dis-moi ce qu'il faut que je change. » Cette question, qui aurait dû me toucher, m'a fait réaliser à quel point le fossé entre nous était devenu large. Michel pensait encore qu'il s'agissait de quelque chose qu'il pouvait arranger, comme un robinet qui fuit ou une facture à payer. Michel, ce n'est pas quelque chose que tu peux changer pour moi. C'est quelque chose que je dois changer moi-même. Mais nous sommes mariés depuis 43 ans. Nous avons construit une vie ensemble. Non, Michel. Tu as construit ta vie, et moi j'ai construit la vôtre. Ce n'est pas la même chose. Il s'est tu, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'y avais jamais vu, de la peur. La peur de perdre cette femme qu'il tenait pour acquise depuis si longtemps. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » a-t-il murmuré. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il me voyait vraiment. Pas comme sa femme fonction, mais comme une personne en face de lui. Je veux que tu apprennes à me connaître, Michel. Après 43 ans de mariage, je veux que nous apprenions à nous connaître. Ce soir-là, nous avons parlé. Vraiment parlé. Je lui ai raconté mes rêves de jeunesse, mes regrets, mes peurs. Je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir vécu en apnée pendant des décennies et que j'avais enfin besoin de respirer. Michel m'a écouté. Peut-être pour la première fois de notre mariage, il m'a vraiment écouté. Et il m'a dit quelque chose qui m'a surprise. « Tu me manquais, Marie-Claire. » Je ne m'en rendais pas compte, mais la femme que j'ai épousée me manquait. La femme qu'il avait épousée. Cette jeune fille de 20 ans qui rêvait de photographier le monde. Elle était toujours là, enfouie sous des années de compromis et de silence, mais elle était là. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Changer les habitudes de 50 ans ne se fait pas du jour au lendemain. Michel a dû apprendre à faire son propre café le matin. Julien a dû découvrir où se trouvait la machine à laver. Sophie a dû chercher d'autres solutions pour la garde de ses enfants. Il y a eu des résistances, bien sûr. Des reproches murmurés, des regards en coin, des « tu as changé » prononcés comme des accusations. Mais il y a eu aussi des découvertes merveilleuses. J'ai repris la photographie. Pas comme un hobby pour occuper mes après-midi, mais comme une passion retrouvée. J'ai rejoint un club photo à Marseille, où j'ai rencontré d'autres femmes de mon âge qui, elles aussi, redécouvraient qui elles étaient vraiment. Nous nous appelions entre nous les résurrectées, avec ce humour un peu noir qui caractérise les femmes qui ont cessé de demander la permission d'exister. J'ai aussi écrit à Émilie. Cette invitation que j'avais ratée m'avait ouvert une porte vers mon passé, vers cette partie de moi que j'avais cru perdue. Nous nous sommes retrouvés dans ce petit café de la rue Saint-Honoré à Paris où nous avions l'habitude d'aller quand nous étions étudiantes. Émilie était devenue cette journaliste dont nous rêvions toutes les deux. Elle avait voyagé, écrit des reportages depuis l'Afrique et l'Asie, vécu 1000 vies différentes. En la voyant, j'ai d'abord ressenti une pointe d'amertume pour tout ce que je n'avais pas vécu. « Tu regrettes ?» m'a-t-elle demandé en lisant dans mes pensées comme elle savait si bien le faire à 18 ans. Parfois, ai-je avoué. Moi aussi, tu sais.
Je regrette de ne pas avoir eu d'enfant. Je regrette de n'avoir jamais construit de foyer stable. Chaque vie est faite de choix, Marie-Claire. L'important n'est pas de regretter ce que nous avons fait, mais de nous assurer que les choix qui nous restent à faire nous ressemblent vraiment. Les choix qui nous restent à faire. À 67 ans, j'avais encore des choix à faire. Cette révélation m'a donné le vertige et l'espoir à la fois. J'ai commencé à voyager. Pas loin, d'abord. Un week-end à Nice pour photographier les façades de la vieille ville. Une semaine en Corse pour capturer la lumière unique de l'île de beauté. Puis, plus audacieusement, 10 jours en Italie, seul avec mon appareil photo et ma nouvelle liberté. Michel a fini par comprendre que ces absences ne menaçaient pas notre couple, mais le nourrissaient au contraire. Je revenais de ces voyages plus vivante, plus présente aussi paradoxalement. Parce que j'avais choisi de rentrer. Parce que j'étais là par envie, pas par obligation. Nos conversations du soir ont changé de nature. Au lieu de parler uniquement de l'organisation pratique de nos journées, nous avons commencé à partager nos impressions, nos lectures, nos projets. Michel m'a avoué qu'il avait toujours voulu écrire un livre sur l'architecture provençale. Je l'ai encouragé à s'y mettre et j'ai proposé de l'accompagner dans ses recherches avec mon appareil photo. Ce projet commun nous a rapprochés d'une façon que nous n'avions jamais connue. Nous collaborions enfin, au lieu de simplement coexister. Julien a été le plus long à accepter les changements. Il a fallu qu'il se retrouve un soir avec un frigo vide et des chemises sales pour comprendre que sa mère n'était plus cette ressource inépuisable sur laquelle il pouvait compter sans même y penser. « Maman, tu pourrais au moins prévenir quand tu ne seras pas là pour faire les courses ?» m'a-t-il dit un jour, avec cette pointe d'exaspération de l'enfant gâté qu'il était resté malgré ses 38 ans. « Julien, lui ai-je répondu avec une douceur ferme que je venais d'apprendre, tu es un homme adulte. Tu es capable de faire tes propres courses et de t'occuper de ton propre linge. Ce n'est pas le rôle de ta mère de le faire pour toi. » Il a fallu plusieurs mois, mais Julien a fini par comprendre. Et j'ai découvert avec surprise qu'il était beaucoup plus capable que je ne l'avais cru. En cessant de tout faire pour lui, je lui avais permis de grandir enfin. Sophie a eu plus de mal. Elle s'était tellement habituée à compter sur moi qu'elle a vécu mes changements comme une trahison. Nous avons eu des disputes, des incompréhensions. Un jour, elle m'a dit une phrase qui m'a profondément blessée. « Tu es devenue égoïste, maman. Tu ne penses plus qu'à toi. » Égoïste. Ce reproche que toutes les femmes de ma génération avaient appris à redouter par-dessus tout. Ce reproche qui nous avait maintenus dans le silence et l'effacement pendant des décennies. Mais cette fois, au lieu de m'excuser et de faire marche arrière, j'ai regardé ma fille dans les yeux et je lui ai dit « Sophie, si prendre soin de moi-même, si découvrir qui je suis vraiment, si avoir des projets personnels, c'est être égoïste, alors oui, je suis égoïste. Et je pense que tu devrais l'être un peu plus toi aussi. » Cette conversation a marqué un tournant dans notre relation. Sophie a commencé à réfléchir à sa propre vie, à ses propres rêves mis de côté depuis qu'elle était devenue mère. Nous avons découvert que nous avions plus en commun que nous ne le pensions. Cette tendance à s'oublier pour les autres, cette difficulté à poser nos limites, cette peur d'être jugés si nous osions vouloir quelque chose pour nous-mêmes. Aujourd'hui, 6 mois après ce week-end à Cassis qui a tout changé, je me lève chaque matin avec l'impression d'être enfin arrivé quelque part. Pas au bout du chemin, j'espère bien qu'il me reste encore beaucoup de route à parcourir, mais à un endroit qui me ressemble. Je prépare toujours le café le matin, mais maintenant c'est un choix. Parfois, c'est Michel qui le prépare, et nous le buvons ensemble en regardant le jardin et en planifiant nos projets de la journée. Nos projets à nous deux, pas seulement les siens ou ceux des enfants. J'ai transformé l'ancienne chambre de Sophie en atelier photo. J'y développe mes images, j'y classe mes archives, j'y rêve à mes prochains voyages. Cette pièce est devenue mon sanctuaire, l'endroit où Marie-Claire existe pleinement.
Michel et moi travaillons sur son livre d'architecture. J'ai découvert que j'avais l'œil pour saisir les détails qui racontent l'histoire d'un bâtiment, d'une époque. Mes photos accompagnent ces textes, et nous formons enfin une véritable équipe. Il nous arrive même de nous disputer, ce qui ne nous était jamais arrivé pendant 43 ans de mariage. Nous nous disputons parce que nous avons des opinions différentes, des envies différentes, des personnalités qui s'affirment. Et ces disputes, étrangement, nous rapprochent plus que des années de paix silencieuse. Julien a trouvé un appartement. Il vient dîner tous les dimanches, mais maintenant il participe à la préparation du repas. Nous cuisinons ensemble, et j'ai découvert qu'il avait hérité de mon goût pour les épices et les mélanges audacieux. Ces dimanches en cuisine sont devenus nos moments privilégiés, où nous parlons de tout et de rien, où nous apprenons à nous connaître enfin comme deux adultes. Sophie a repris le piano qu'elle avait abandonné après ses études. Elle vient parfois jouer sur le vieux piano du salon, et ces après-midi musicaux nous rappellent que la beauté et l'art ont leur place dans une vie ordinaire. Ces enfants me voient maintenant comme une grand-mère qui a des passions, des projets, une vie personnelle, et je crois que c'est un cadeau que je leur fais pour plus tard, l'exemple d'une femme qui ne s'efface pas derrière son rôle. Hier, j'ai reçu une commande pour photographier un mariage. La mariée avait vu mes photos sur le site du club photo et avait été touchée par ce qu'elle appelait ma façon de saisir l'âme des moments. Ma façon de saisir l'âme des moments. À 67 ans, j'ai découvert que j'avais un talent, une sensibilité particulière que les années n'avaient pas émoussé mais affiné. Ce matin, en me regardant dans le miroir de ma salle de bain, j'ai vu une femme que je reconnaissais enfin. Une femme avec des rides, certes, des cheveux blancs, des mains marquées par le temps. Mais aussi une femme avec des projets, des rêves, une curiosité intacte pour ce que la vie peut encore lui offrir. J'ai 67 ans et je commence enfin à vivre. Pas à survivre, pas à fonctionner, pas à servir. À vivre, à respirer à plein poumon, à regarder le monde avec mes propres yeux, à prendre des décisions qui me ressemblent. Il y a quelques jours, une jeune femme du club photo m'a demandé conseil. Elle avait 30 ans, 2 enfants en bas âge, et me disait qu'elle avait l'impression de disparaître dans sa propre vie. « Comment vous avez fait pour vous retrouver ?» m'a-t-elle demandé. J'ai arrêté de demander la permission, lui ai-je répondu. J'ai arrêté de demander la permission d'exister, d'avoir des envies, de prendre du temps pour moi. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un me donne l'autorisation d'être qui je suis vraiment. Elle m'a regardé avec ses yeux brillants de larmes que je reconnais si bien, les yeux d'une femme qui découvre qu'elle a le droit d'être plus qu'une fonction. Mais on va me dire que je suis égoïste, a-t-elle murmuré. Probablement. Et c'est le prix à payer pour cesser d'être invisible. Mais je vous promets une chose, le jour où vous commencerez à prendre soin de vous, vraiment soin de vous, vous deviendrez une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure amie. Parce que vous ne donnerez plus par épuisement ou par obligation, mais par choix et par amour. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Michel dans le jardin, arrosant les rosiers que j'avais plantés il y a 10 ans et qu'il n'avait jamais vraiment regardés. Il a levé les yeux vers moi en souriant. « Tes roses sont magnifiques cette année » m'a-t-il dit. Je n'avais jamais remarqué à quel point elles sentaient bon. Je me suis approché de lui et j'ai respiré le parfum sucré des roses. C'était vrai, elles étaient particulièrement belles cette année. Mais surtout, Michel les voyait enfin. Après 10 ans, il voyait mes roses. Tu sais ce qui a changé, Michel ? Lui ai-je dit en prenant sa main dans la mienne. Quoi donc ? Les roses n'ont pas changé. C'est nous qui avons appris à les regarder. Ce soir, assise à ma table de cuisine devant une tasse de thé, je regarde par la fenêtre cette mer que j'avais cessé de voir. Demain, j'ai rendez-vous avec un éditeur qui s'intéresse à un livre de photographie sur les femmes de ma génération. Des femmes qui, comme moi, ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour cesser d'être invisible.
Je pense à cette phrase que m'avait dite la vieille femme qui nourrissait les chats à Cassis: le seul endroit où nous puissions vraiment vivre, c'est ici et maintenant. Hier, j'étais prisonnière de mon passé, de mes habitudes, de mes peurs. Demain reste à écrire. Mais aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis où mes doigts tapent ces mots, je suis enfin là où je veux être. Dans ma propre vie, pleinement présente, pleinement moi-même. J'ai 67 ans et je viens de naître. Et le plus beau dans tout cela, c'est que je sais maintenant que chaque jour peut être une nouvelle naissance si nous avons le courage de cesser de demander la permission d'exister. À toutes les femmes qui m'écoutent, qui se reconnaissent dans cette histoire, je veux dire ceci: il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de vivre la vie des autres et commencer à vivre la vôtre. Le jour où j'ai choisi de vivre, vraiment vivre, a été le premier jour du reste de ma vie. Et ce reste de vie, je compte bien le vivre à ma façon, avec mes choix, mes passions, mes erreurs aussi. Parce que même les erreurs, quand elles sont les nôtres, nous ressemblent plus que les perfections imposées par les autres. Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme ordinaire qui a découvert qu'elle était extraordinaire, simplement parce qu'elle avait cessé de se demander si elle en avait le droit. Et vous? Quand allez-vous cesser de demander la permission d'être qui vous êtes vraiment?